Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue dans ce webinaire pour comprendre les différences entre les différents types de vente aux enchères, donc licitation, vente sur saisie et liquidation judiciaire. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Écoutez, en attendant, je vous propose de vous présenter, Maître Morénon. Je vous en prie. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis maître Raphaël Morénon, avocat au barreau de Marseille. Euh, j'ai le plaisir d'intervenir aujourd'hui parce que j'ai des choses à vous dire à propos des différents types de ventes judiciaires, étant précisé que je suis associé fondateur du cabinet Solon Avocat qui est spécialisé sur la thématique des voies d'exécution avec une activité dominante sur la saisie immobilière. Domaine dans lequel moi j'interviens de plein de façons différentes. On fait des saisies au cabinet, on achète pour le compte de clients, on fait de la préemption pour la commune de Marseille dans le contexte spécifique des adjudications. Je donne des formations pour le compte des écoles d'avocats et d'organismes privés à l'attention des avocats habituellement. Et j'interviens en responsabilité civile avocat. Donc si un jour vous attaquez votre avocat parce qu'il a commis une faute, ça peut atterrir sur mon bureau. Évidemment, je les forme. Alors normalement, ils sont très bons. Par contre, au cours de mes formations, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a beaucoup d'avocats qui comprennent mal les différences entre les différentes types d'adjudication. Et évidemment, pour le grand public, c'est une thématique qui est encore plus mal comprise et elle est très piégeuse, notamment pour les marchands de biens. Et j'ai cru voir qu'il y a beaucoup de marchands de biens dans l'Assemblée aujourd'hui. Donc, c'est une thématique dont on va pouvoir parler longuement. Ok, écoutez, merci pour cette présentation. Effectivement, il y a pas mal de monde qui est là aujourd'hui, plus que d'habitude. Donc c'est un sujet qui intéresse. Donc c'est génial. Ce que je vous propose, c'est de commencer directement. Et puis alors oui, alors excusez-moi, j'explique un petit peu rapidement pour les participants. Euh, vous avez vous avez un chat qui est en bas à droite de votre écran qui permet de discuter. Donc là, vous êtes tous en train de dire bonjour et je vous dis bonjour aussi. Il y a un autre onglet avec les questions. Donc là, n'hésitez pas à vous à poser les questions. Posez les questions et suivant s'il y a des questions qui vous intéressent, au lieu de les reposer derrière, mettez juste un petit j'aime dessus et elles remonteront en haut de la liste, ce qui permettra en fait d'avoir une confusion et un cafouillage autour des mêmes questions. Euh, donc voilà. Écoutez, c'est parti, on peut commencer. Je vous laisse démarrer. C'est parti. Alors, je vous ai préparé un petit PowerPoint, mais avant de le mettre, je vais aborder très rapidement parce que vous n'êtes pas un public d'avocats, donc je ne vais pas rentrer dans des détails insupportables. Mais très rapidement, c'est quoi les différents types de ventes? On aboutit à une vente aux enchères dans trois situations. Soit parce qu'on a subi une saisie immobilière, ça c'est le cas le plus classique, je ne paye pas la banque, je ne paye pas le syndic, je ne paye pas mes dettes, mes créanciers me vendent mon bien immobilier aux enchères. Soit parce que je subis une liquidation judiciaire, j'ai une société qui détient du patrimoine immobilier et il y a un mandataire liquidateur qui décide de liquider le patrimoine en procédant à la vente de ce patrimoine. Ça peut arriver aussi aux particuliers, on a la liquidation personnelle dans le cas du surendettement. L'autre cas de figure, c'est la licitation partage. C'est un petit peu le vilain petit canard, parce que la licitation partage, c'est le cas de figure dans lequel je veux sortir de l'indivision. Donc je suis en indivision avec ma sœur, ma mère, mon oncle, mon ex, hein, n'importe qui. Et puis ça se passe mal et je veux sortir de l'indivision, ils veulent pas, alors je provoque une vente aux enchères. La principale différence, c'est que une saisie immobilière, c'est une procédure de recouvrement. Une liquidation judiciaire, c'est pas une procédure de recouvrement, mais presque, parce qu'on cherche à liquider l'actif pour payer des créanciers. La licitation partage, c'est une vente volontaire. Donc, il y a plein de règles qui sont différentes, parce qu'en fait, en amont, c'est pas la même chose. D'accord? Et toutes les règles que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a des différences entre la saisie et la liquidation, mais les plus impactantes, les plus lourdes pour vous qui souhaitez acheter,
c'est clairement tout ce qui concerne la législation partage. D'accord? Donc, si vous le voulez bien, on se lance. Allez, je vous fais un partage d'écran. Hop. Et si jamais il y a un problème de son, de n'importe quoi, vous me dites, hein, évidemment, on corrige tout de suite. Alors, vous êtes normalement devant mon joli PowerPoint. Donc, je vous explique. Dans les grandes lignes, pourquoi on a besoin tout le temps d'identifier le type de vente auquel on a affaire? Dans les grandes lignes, les corpus de règles qui sont différents, les lignes de règles qui vont être différentes, vont concerner comment est-ce qu'on fait une surenchère. Donc le bien a été vendu, je veux quand même me positionner sur ce bien, je veux faire une surenchère. Vous devez savoir ce que c'est normalement. Ça va concerner comment on traite le saisi une fois qu'on a acheté. J'ai acheté, le débiteur saisi ou le saisi, en tout cas celui dont le bien est vendu, reste dans les lieux. Qu'est-ce que je fais de lui et quels sont mes droits envers lui? Ça va concerner le locataire. On ne va pas du tout le traiter de la même façon dans les différents cas de procédure. Ça va concerner comment procéder à la rédaction des inscriptions hypothécaires. Alors ça, normalement, tout le public, marchand de biens, etc., ils comprennent très bien de quoi je veux parler. Je vais vous expliquer plus en détail pour ceux qui sont plus débutants de quoi on parle exactement et pourquoi c'est certainement le point le plus critique et le plus grave. Ça va concerner comment et dans quel délai on paye. Et ça va concerner comment on est puni si on paye en retard. D'accord? Parce qu'en matière d'adjudication, on peut assez facilement se retrouver sur des retards de paiement. D'accord? Donc, je vais tout vous détailler, on va aborder tout ça point par point, en prenant notre temps, et n'hésitez pas à me poser des questions à chaque étape si jamais il y a le moindre souci. Alors, je vois déjà qu'il y a 2 questions, alors du coup je suis curieux. Je vais aller voir. Ok. Bon, les questions, j'y répondrai un petit peu plus tard, il y en a pas assez pour l'instant. Déjà, premier point. Je vous parle des différents types de ventes, mais comment vous faites pour déterminer à quelle vente vous avez affaire. D'accord? En fait, vous êtes en mesure de le déterminer dès le début quand vous consultez les affiches. D'accord? Alors, je vais aller sur Vench, puisque c'est le sujet du jour. Et je vais vous montrer. J'ai une affiche devant moi, admettons, pour ce bien. D'accord? Ah, attendez, mince, l'affichage ne se modifie pas. Excusez-moi. Je fais une petite manip. Voilà. Je suis sur Vench, d'accord, en train de consulter ce bien, par exemple, que je souhaite acheter. Ça a l'air sympa. Je vais regarder l'affiche. OK? Il y a plusieurs indices qui vont me permettre de déterminer à quel type de vente j'ai affaire. Déjà, c'est parfois indiqué au début. Parfois, il y a indiqué vente sur saisie immobilière, vente sur licitation, vente sur liquidation. Ça, c'est la première strate. Sur cette affiche, c'est pas indiqué. Bon, OK. La deuxième strate, elle va se trouver là. Si jamais je dois consigner le chèque de banque entre les mains du bâtonnier, je suis forcément en présence d'une vente sur saisie immobilière ou d'une vente sur liquidation judiciaire. D'une vente sur licitation ou sur saisie. Si là, j'ai le nom d'un mandataire liquidateur, du type, nous à Marseille, maître de carrière ou un mandataire liquidateur, un mandataire judiciaire, et ben à cet endroit, je vais voir son nom. D'accord? Je ne vais pas avoir un séquestre à l'ordre du bâtonnier, je vais avoir un séquestre à l'ordre d'une personne nommée. Okay? Si jamais vous voyez ces indications-là, tout de suite, ça doit vous mettre la puce à l'oreille et vous devez demander à votre avocat, parce que vous serez accompagné sur ces opérations, de se renseigner de façon plus détaillée. D'accord? C'est extrêmement important et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, hop, je refais un partage d'écran. Excusez-moi, PowerPoint. Et c'est parti. Et après, je vais vous répondre à vos différentes questions. J'aime bien les questions qui sont posées. C'est intéressant. Premier point. Je vous le dis d'emblée, normalement, c'est quelque chose qui sera géré par votre avocat, mais moi, j'ai vu des erreurs commises par les avocats en la matière, donc je le dis, même si ce n'est pas votre problème, ça peut le devenir si votre avocat se plante. La surenchère, d'accord? En temps normal, le bien est vendu aux enchères. Dans les 10 jours, je peux former une surenchère. Quand je forme une surenchère, je dois m'adresser au juge de l'exécution quand la vente elle a lieu sur saisie immobilière ou sur liquidation judiciaire. Par contre, si la vente a lieu sur licitation-partage, ce n'est pas une vente forcée, ce n'est pas une procédure de recouvrement, je ne suis pas en présence d'une voie d'exécution, je ne m'adresse pas au juge de l'exécution, au juge d'écrier,
Et la chambre à laquelle je suis confronté, ce n'est pas la chambre des adjudications, la chambre du juge de l'exécution, c'est la chambre des criés. Et on a des problématiques de responsabilité des avocats qui maîtrisent mal ces subtilités, qui sont habitués à traiter des enchères en général et qui n'ont pas conscience du fait qu'en matière de vente sur licitation-partage, ils sont devant un autre juge, qui est le juge des criés. Et la raison pour laquelle cette confusion existe, c'est que matériellement, on est au même endroit, devant le même juge, au même moment, et on traite de ventes qui sont diffusées sur des affiches qui se présentent de la même façon. D'accord ? On n'a pas vraiment d'indicateur visuel qui nous permet de déterminer que là, on est devant le juge des criés ou là, devant le juge de l'exécution. Et pourtant, il y a une différence et elle peut être très impactante. Ça m'est déjà arrivé, en tant qu'avocat, de torpiller une surenchère qui avait été faite par quelqu'un qui voulait surenchérir sur mon client parce que son avocat s'était planté. D'accord ? Donc, surveillez vos avocats. Là-dessus, ils seront certainement mauvais. Alors, si ça vous va, Alix, je vais faire une petite pause pour répondre aux différentes questions. Oui, bien sûr. Alors, le séquestre CARPA. Devant certains barreaux, le bâtonnier séquestre, qui normalement est le séquestre du prix d'adjudication désigné par les textes de loi applicables, le bâtonnier n'a pas ouvert de compte bâtonnier. On n'a donc pas de compte en banque qui porte le libellé bâtonnier de l'ordre des avocats. Devant ces juridictions-là, devant ces barreaux-là, on demande aux avocats de faire consigner, de faire séquestrer les clients entre les mains de la CARPA. Donc, en amont, au niveau des avocats, ça a plein d'applications. Il y a tout un contexte, on va dire, historique autour de cette thématique-là. Vous, ça ne vous regarde pas. Grosso modo, normalement, ça devrait être le bâtonnier et parfois, c'est la CARPA. Et si c'est la CARPA, vous ne posez pas de questions. Voilà. Donc, Philippe, je vous ai répondu. Licitation, il peut y avoir des surenchères, mais c'est juste que les procédures sont différentes. Voilà pour Gérald. Voilà, il y a plein de questions. Plein de questions. Comment trouver un avocat spécialisé aux enchères ? Vous regardez les avocats qui vendent. Un avocat qui réalise des ventes aux enchères, vous voyez son nom sur la fiche, vous pouvez lui téléphoner. Et si jamais il ne peut pas vous présenter, il vous recommandera un copain. C'est un petit milieu, on est généralement 10-15 avocats par barreau à faire des enchères. Tout le monde se connaît. Alors pour aider aussi à répondre, on a mis en place un annuaire des ventes des avocats sur le site Bench où vous pouvez consulter tous les avocats qui ont participé à une vente. Précision, moi par exemple, Bench regroupe plusieurs journaux d'annonces légales. À Marseille, ça englobe les nouvelles publications. Nous, on travaille avec eux. Voilà. Donc, si vous voyez sur des affiches diffusées par Bench des noms d'avocats, c'est que des avocats qui sont habitués, qui travaillent dans ce circuit-là. Samen Kong. Est-ce qu'il faut avoir les fonds avant ou peut-on faire la démarche financière après ? Ça, je vous répondrai plus tard. C'est une question qui m'avance trop sur les points dont on veut parler et je vais faire des digressions trop longues si je vous réponds. Comment associer des personnes pour un achat aux enchères ? C'est pas le sujet du jour, on traite des différentes modalités de vente, mais grosso modo c'est très simple. Quand vous faites votre déclaration d'adjudicataire, vous indiquez les noms de tous ceux qui achètent ensemble avec leur code par individu. Ça sera une situation d'indivision. Je crois que j'ai répondu aux principales questions. Si ça vous va, je continue. On est bon ? C'est parti. Allez, c'est parti. Je retourne, je remets mon partage d'écran. Donc, ça, on va dire que je vous parlais rapidement de la surenchère en matière de licitation partage, qui est possible, mais qui du coup est soumis à une procédure légèrement différente. Je vous en parlais en préambule parce que c'est pas ça le sujet du jour, c'est pas ça le plus important, mais ça me tenait à cœur parce que j'ai déjà vu des petites boulettes commises. D'accord ? Donc le sujet du jour, ça va être les différences. D'accord ? La première différence majeure qu'on va avoir dans toutes les hypothèses de vente va concerner les droits du saisi ou de tout occupant de son chef sans droit opposable. Alors ce jargon d'avocat, d'accord, tout occupant de son chef sans droit opposable, c'est pas des choses qu'on dit dans le quotidien, correspond à une réalité très simple. Je vous donne un exemple. Je fais ma saisie immobilière contre une SCI. C'est un cas classique. Il y en a peut-être certains d'entre vous dans l'Assemblée qui détiennent du patrimoine immobilier sous la forme de SCI. D'accord ? Eh ben, il arrive fréquemment, quand on saisit une SCI, que les gérants et associés de la SCI occupent le bien qu'on est en train de vendre. Eh ben, ce sera des occupants du chef de la SCI. D'accord ? Eh ben, en matière de saisie immobilière, le jugement d'adjudication que je vais obtenir après la vente va constituer un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef. D'accord ? Donc, je pourrais expulser, sans repasser par la case tribunal, le débiteur saisi et les occupants de son chef. Okay ? Donc, si jamais je saisis un particulier, par exemple, je saisis Alix, d'accord, qui me devait beaucoup d'argent, je le saisis,
Et admettons, David, qui est dans l'assemblée, achète le bien. Et ben, David, une fois qu'il aura récupéré le titre de vente qui contiendra le jugement d'adjudication, il pourra donner le titre de vente à un huissier qui procédera à l'expulsion sans attendre. D'accord? Et ce titre d'expulsion-là, le jugement d'adjudication, c'est le seul titre d'expulsion sur lequel le débiteur ne peut pas demander de délai. D'accord? Donc, c'est le meilleur titre d'expulsion qui existe. Il ne permet pas de contourner la trêve hivernale, mais on ne peut pas demander de délai. Donc, moi, si je suis débiteur sur ce genre d'expulsion-là, je ne pourrais pas demander au juge, donnez-moi un délai de 6 mois, donnez-moi un délai de 12 mois. Ce ne sera pas possible. Okay. Donc, petite question, ce titre, on le récupère directement ou il y a un délai d'attente Il y a un délai d'attente parce qu'il faut… en fait, une fois que l'adjudication a lieu, je suis adjudicataire tout de suite. Le chronomètre se termine, je deviens propriétaire. Je dois assurer le bien, j'ai toutes les obligations du propriétaire. Mais par contre, je n'ai pas encore le titre de vente. Le titre de vente ne me sera donné par le greffe des adjudications qu'une fois que j'aurai déposé au greffe la preuve du paiement des frais de procédure, des frais d'accès. D'accord? Donc en fait, je vais avoir un délai de 2 mois pour payer les frais, je les paye. L'avocat qui a réalisé la saisie me donne des quittances pour prouver que j'ai payé. Je prends ces quittances, je vais les déposer au tribunal. Là, le greffier me donne le titre de vente. Et dans le titre de vente, il y a le jugement d'adjudication que je pourrais donner à l'huissier pour qu'il fasse l'expulsion. Donc, on a un délai d'attente qui va être celui, 1, du paiement, 2, de l'émission des quittances, 3, du dépôt des quittances et 4, de la remise du titre. Attention là-dessus, la remise du titre, il y a certains greffes qui sont complètement dans les choux et qui ont parfois un délai de délivrance des titres qui peut aller jusqu'à 6 mois. Le record que j'ai eu, c'était 6 mois. Donc, quand on met tout bout à bout, on peut aller sur des délais de 8 mois, mais c'est quand même assez rare. Globalement, ça se passe bien et c'est assez rapide. Ce qui peut poser problème aussi, du coup, au niveau des financements, parfois. Pas tellement, parce que, en fait, une fois que je vais récupérer le bien, une fois que je serai déclaré adjudicataire, j'aurai mon délai de paiement de 2 mois ou 3 mois. On va en parler de ça un petit peu plus tard. Et dès que j'aurai payé, je vais récupérer le titre. D'accord? Mais le financement, c'est une thématique qui est différente. Parce qu'en fait, pour obtenir le titre, je dois payer les frais de procédure. Je n'ai pas besoin de payer le prix d'adjudication. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que une fois que je serai adjudicataire, je n'aurai pas la preuve que je suis adjudicataire parce que je ne vais pas avoir le titre de vente tout de suite. Par contre, mon avocat pourra me dresser une attestation, comme une attestation notariée. Nous, au cabinet, on le fait tout le temps pour nos clients. On fait des attestations dès qu'on est adjudicataire, dès que nos clients sont adjudicataires, disant « Ok, Alix Bernard Faucon a bien acheté à l'audience du temps ce bien immobilier à ce prix. » On donne les caractéristiques, la référence cadastrale et tout. Comme ça, les clients peuvent aller à la banque et obtenir un financement bancaire. Et ça ne pose pas de problème, c'est pas du tout inhabituel. Quand le banquier fronce un peu les sourcils, on lui passe un coup de fil et il n'y a jamais de difficulté. D'accord ? Ok, c'est clair. Après, quand la vente a lieu sur licitation-partage, là, le jugement d'adjudication ne constitue jamais un titre d'expulsion. Donc, si jamais il y a un indivisaire qui ne veut pas partir, c'est votre problème. Vous partez au tribunal, vous faites un référé expulsion au motif qu'il ne paye pas ou n'importe quoi, vous voyez votre avocat, mais il faudra faire une procédure d'expulsion. Donc, référé, obtention d'une ordonnance constatant l'occupation sans droit ni titre, condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, ordonnance d'expulsion, et après j'envoie ce document à l'huissier qui va devoir faire l'expulsion à proprement parler. Donc là, il y en a pour 1 an. Okay ? Une grosse différence quand même, du coup. C'est une différence énorme, c'est l'une des principales différences, c'est pas la plus impactante. Ça paraît spectaculaire quand on en parle, mais c'est pas le plus grave, d'accord ? Il y a encore pire. C'est pour ça que la licitation, c'est vraiment un cas à part. Maintenant, en cas de vente sur liquidation judiciaire, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion, mais là, il faut avoir payé au préalable, consigner le prix et payer les frais. Alors qu'en matière de saisie, il suffit d'avoir payé les frais taxés. D'accord ? La différence en pratique, elle est minime entre la liquidation et la saisie immobilière. C'est pas grand-chose, mais bon, il y a une petite différence quand même. Alors je vous en parle. Par contre, la licitation, faites très attention. Petite anecdote, les juges maîtrisent mal ces textes et ça m'est déjà arrivé d'avoir un client qui donne mon jugement d'adjudication à un huissier, jugement sur licitation. L'huissier fait une expulsion alors qu'il n'avait pas le droit. L'expulsé conteste, on part devant le juge et là le juge ne voit pas l'erreur et ordonne l'expulsion. Ça m'est déjà arrivé une fois. Mais autant vous dire que si ça vous tombe sur vous et que le juge ne fait pas l'erreur, vous serez condamné à payer les frais d'avocat de votre adversaire. D'accord ? Donc il faut faire très attention.
Alors, je crois que mon propos est assez dense parce qu'il y a plein de petites nuances et plein de petits détails, donc je vais faire beaucoup de petites pauses pour répondre aux questions, parce que je ne veux pas vous noyer sous des considérations trop difficiles. Alors, un RACAP, Paul, peut-on enchérir en nom propre et se substituer avec une société au moment du paiement du prix? Non. Ça existait avant, sous l'ancienne procédure, qui était en vigueur avant 2006. Et on appelait ça la déclaration de commande. Ça a été supprimé parce que ça donnait lieu à des abus extraordinaires. Je ne rentre pas dans les détails historiques qu'il y a autour de ça, mais grosso modo, c'était pas possible. Ça a donné lieu à des situations complètement ubuesques où les... Bon bref, je vous passe les détails, d'accord? Mais non, pas de déclaration de commande. Alors, ensuite, j'aimerais bien pouvoir enlever les questions auxquelles j'ai répondu. Ah, voilà, parfait. Coralie Desrousseaux, le greffe doit adresser le dossier au service de l'enregistrement des impôts. Donc la délivrance des propriétés dépend aussi du délai de retour des impôts. C'est juste. Une fois que je suis déclaré adjudicataire, le greffe envoie le jugement d'adjudication au service de l'enregistrement, lequel service de l'enregistrement le reçoit, adresse la demande de paiement des droits de mutation à l'avocat de l'adjudicataire, lequel doit payer. À réception du paiement, le SIE, enfin le service de l'enregistrement, met un autocollant sur le jugement disant c'est bon, les droits d'enregistrement ont été payés, ça retourne au greffe, et là, le dossier est complet, il peut avancer. D'accord? Donc effectivement, il y a ce délai supplémentaire, et vous avez raison de le mentionner, Coralie. Allez, je supprime votre question, j'y ai répondu. Pourriez-vous confirmer que le titre d'expulsion s'applique à tous locataires, même si elles sont fragiles? Oui, absolument. D'accord? Et moi, la dernière expulsion que j'ai eue, la dame était... Moi, je la représentais et elle s'est fait expulser. C'était une grande défaite pour moi. Mais elle était sous respirateur. Elle avait son respirateur branché à côté du lit et elle était expulsée quand même par la force publique. C'était horrible. D'accord? Donc, des gens fragiles, on les expulse. En fait, pour tout vous dire, l'autorité qui autorise l'expulsion, c'est le préfet. Et le préfet, c'est la seule entité à avoir l'obligation de s'aligner sur la politique du gouvernement. C'est une entité politique, d'accord? Donc, si vous êtes sous Sarkozy, tout le monde y passe. Si vous êtes sur un gouvernement plus à gauche, les expulsions, il va y avoir plus de difficultés, notamment pour les enfants et les situations de handicap, mais c'est loin, très très loin d'être une généralité. Globalement, les juges sont très très durs, d'accord? Allez, je vous ai répondu. Après, ça va dépendre de votre préfet. Donc, je reviens juste là-dessus parce que ça sort du cadre d'un bail classique, même s'il y a un bail d'une personne âgée, par exemple, pour l'expulser, c'est quasiment... Par contre, vous devez avoir conscience d'un point. L'expulsion, il y a deux choses. La première, c'est que si jamais l'État refuse d'expulser votre occupant sans droit ni titre ou autre, il vous doit une indemnité. Et vous pouvez être indemnisé à ce titre. Ça génère une procédure devant le tribunal administratif. Réciproquement, si jamais vous êtes côté expulsé, vous pouvez avoir besoin qu'une expulsion soit engagée contre vous, parce que sans ça, on ne vous priorise pas sur les placements de HLM. Et il y a des fois des gens qui veulent partir, qui ont besoin d'un HLM parce qu'ils ne sont pas éligibles au logement classique, parce qu'ils ont des conditions de revenus trop faibles, et qui ont besoin d'être expulsés pour être mis sur le dessus de la pile pour les logements HLM. À Marseille, c'est géré comme ça. D'accord? Donc la question de l'expulsion, elle est loin d'être simple, et généralement, quand il y a un avocat de part et d'autre, on se met d'accord pour la laisser passer, de manière à ce que l'expulsé puisse enfin accéder au HLM. C'est triste, mais ça fait que les blocages ne sont pas toujours ce qu'on croit quand on est côté, entre guillemets, grand public. Allez, je vous supprime votre question, j'espère y avoir répondu. Gérald, comment revendre immédiatement sans avoir le titre de propriété? C'est pas possible. Donc, circuler à un avoir. En fait, quand il y avait la déclaration de commande à l'époque et qu'on pouvait acheter et déclarer l'identité de l'adjudicateur dans les 3 jours qui suivent, il y avait des marchands de biens qui achetaient, qui trouvaient un acheteur et qui mettaient la vente à son nom. Et ils se prenaient une commission au passage. Ça fait partie des abus qui ont été sanctionnés lors de la suppression de cette disposition légale. Je crois vous avoir répondu. Je ne vais pas répondre à tout, Yannick. Je ne m'attendais pas à être bombardé de questions. Commencez à liker vos questions les unes les autres parce que je vois que sinon, je ne vais jamais avancer. D'accord? Allez, je reprends. Je répondrai aux autres questions plus tard. Sinon, vraiment, je ne vais pas arriver au bout. Et je vous dis, likez vos questions les unes les autres que je puisse prioriser. Allez, je retourne sur mon partage d'écran. On continue. Ensuite, le locataire. D'accord? La question du locataire, c'est pas la question de l'adjudicataire, du débiteur qui était propriétaire et qui a été dépossédé de son bien par l'intermédiaire de la vente. D'accord? Le locataire, c'est celui qui est dans les lieux, qui a un bail, et voilà. D'accord? En matière de saisie immobilière, il y a 2 règles différentes. Si jamais le bail il a été conclu avant que la saisie soit engagée,
donc avant la signification du commandement de payer par la saisie immobilière. Si le bail est antérieur à cette date-là, à cet acte de procédure-là, le bail sera toujours opposable à l'adjudicataire. Donc, c'est à vous de vous renseigner. Si en revanche le bail a été conclu après la délivrance du commandement, eh ben, ce bail vous sera opposable à vous, acheteurs, si vous avez eu connaissance de son existence avant d'acheter. C'est pas ce que disent les textes de loi, mais c'est ce que dit la Cour de cassation. Et moi, bon bref, je suis pas d'accord avec ce que dit la Cour de cassation, mais sa jurisprudence est très stable, donc ne vous attendez pas, parce que dans votre dossier à vous, il y a une règle différente qui s'applique. Ça implique deux choses. La première, c'est que l'avocat qui a fait la saisie a la possibilité, pendant le cours de la saisie immobilière, de faire déclarer le bail opposable, mais c'est très très rare. Et la deuxième chose, c'est que vous, on considérera toujours que vous avez connaissance de l'existence d'un bail si ce bail est mentionné dans le cahier ou dans le procès-verbal descriptif. Donc, faites bien attention aux pièces que vous avez sous les yeux et prenez-en connaissance, parce que s'il y a écrit bail quelque part, le bail vous est opposable. Ok ? Maintenant, si l'existence du bail n'est pas mentionnée dans les actes de procédure, vous allez pouvoir considérer, vous, que ce bail ne vous est pas opposable, mais si le locataire a les moyens de prouver qu'il vous avertit, par exemple parce qu'il a les moyens de prouver que lors des visites préalables à la vente, il était là et qu'il a prévenu tout le monde qu'il était locataire, eh ben, il peut rendre le bail opposable. Donc faites très attention à ça. C'est engageant pour vous, vous pouvez vous retrouver avec un locataire sur les bras, concrètement. Et si ce locataire ne paye pas, vous allez vous devoir vous faire le circuit, procédure d'expulsion, expulsion, etc. Est-ce qu'on pourrait se fier à un procès verbal descriptif Le procès-verbal descriptif de l'huissier est établi par l'huissier. L'huissier est un auxiliaire de justice assermenté. Ce qui est écrit dans le PVD, c'est la vérité. Par contre, si le PVD est incomplet ou imprécis, eh ben, c'est votre problème. Vous achetez en connaissance de cause et vous prenez un risque. Voilà. C'est la saisie immobilière, hein, c'est les adjudications. Les adjudications, on fait des affaires, mais on prend des risques. D'accord ? Et là, il faut accepter ce risque-là. En tout cas, savoir calculer son risque. Si jamais on est sur licitation, le bail vous sera toujours opposable. Peu importe la date, peu importe. Voilà. Si jamais on est en matière de liquidation judiciaire, le bail vous sera opposable, sauf s'il a été conclu en fraude des règles du droit, en fraude de la procédure collective. Mais ça, c'est des cas qui sont tellement dérogatoires que je ne vais pas trop m'appesantir dessus, sinon je n'arriverai pas au bout. D'accord ? Ensuite, avant d'aller sur la purge des hypothèques, en fait, je vais à nouveau répondre à vos questions. C'est le point de loin le plus difficile et le plus impactant. Alors, quelle banque voyez-vous le plus souvent en termes de financement ? Moi, je travaille surtout pour des marchands de biens, il n'y a pas de financement, ils achètent cash. Désolé. D'autant que nous, à Marseille, on a beaucoup d'acheteurs de confession musulmane et qui n'ont pas le droit de faire de crédit pour des raisons religieuses. Donc, on a un énorme portefeuille de clients qui achètent cash. Voilà. C'est un particularisme local. Voilà pour David. Charles Lenoble, 1 an pour récupérer les documents au greffe. Impossible de vendre ma maison durant ces délais. Une vraie galère. Oui, je confirme. David, l'expulsion concerne aussi les locataires qui ont un titre. Ben, du coup, j'y ai répondu, je pense, j'espère. Si ce n'est pas le cas, reposez-moi la question. Samen, j'ai une autre question concernant les horaires de l'avocat. Combien ça coûte ? Je pense qu'on parle des honoraires et pas de l'horaire. Les honoraires sont libres, chacun fait ce qu'il veut. D'accord ? Nous, grosso modo, au cabinet, on demande à être rémunéré sur un plancher minimal de 1 000 euros. En dessous de ça, on ne s'engage pas. Voilà, parce qu'on considère que vu le travail qu'il y a à fournir dans ces dossiers, c'est pas des dossiers sucés crachins, c'est pas je vais à l'audience, je mets les mains dans les poches et le client me tape sur l'épaule en me disant viens on achète. Il y a des avocats qui font ça, mais nous on regarde les documents, on regarde si jamais il y a un locataire, on regarde, donc on fait payer le travail. Il y a des avocats moins chers que nous. L'honoraire raisonnable, ça dépend du bien, mais on va dire qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont autour des 400 euros pour la représentation à l'audience et la préparation du dossier. Et après, ça va beaucoup dépendre du bien que vous êtes cherché à acheter. Parce que si vous achetez un hôtel particulier qui vaut 4 millions à Paris, l'émolument proportionnel qui sera aperçu par l'avocat sera tel qu'il vous demandera peut-être pas un honoraire. D'accord ? L'émolument proportionnel, c'est la rémunération de l'avocat telle qu'elle est fixée par la loi. Cet émolument peut se cumuler avec un honoraire. Quand le bien vaut pas cher, l'émolument est très faible, donc on vous demande de compléter avec un honoraire parce qu'on ne se paye pas. Moi, si j'achète un bien à 10 000 euros, mon émolument, il va être de 100 euros. Je ne me paye pas. D'accord ? Donc, je vais vous demander un honoraire complémentaire. Si vous me faites acheter un château sur la Côte d'Azur,
ça va, je vous ferai grâce des honoraires. Okay, donc ça dépend, c'est du cas par cas. Vous avez, concernant les honoraires, si vous souhaitez, on avait fait un article dessus que je vais vous partager si vous voulez. Ça vous permettra d'avoir réponse à l'ensemble de vos questions à ce sujet-là. Bien sûr. Alors, attendez, j'aurai les autres questions. Peut-on associer une autre personne après la déclaration d'enchère? Non. La déclaration d'enchère vous fiche le dossier. Donc, c'est à l'audience qu'il faut être sûr de ce qu'on fait. Par contre, si vous achetez en SCI, vous pouvez peut-être faire rentrer un associé en cours de route. Mais ça, c'est un autre mécanisme. Allez, je vais continuer et je crois que je répondrai aux autres questions plus tard. Allez, je continue. Alors maintenant, accrochez-vous, bouclez vos ceintures, on engage certainement la partie la plus complexe. Malheureusement, le sujet est un peu compliqué et on fait des affaires, on fait du droit. Tous les sujets ne peuvent pas être simplifiés à outrance. Donc, je vais faire du mieux que je peux pour vous dire ce que je m'apprête à vous dire de façon simple. Si j'y arrive pas, qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ben, posez-moi des questions. D'accord? Donc, on va parler de la purge des hypothèques et des privilèges. Et je vais vous expliquer en quoi les règles de purge des hypothèques et des privilèges sont différentes en matière de saisie, de licitation et de liquidation. C'est ce point du webinaire qui est le plus important pour vous. C'est ce point qui va être le plus impactant dans votre décision d'achat. Et c'est ce point qui est le plus complexe. Alors déjà, c'est quoi la purge? C'est quoi les hypothèques? Et c'est quoi les privilèges? Je vais prendre à l'envers. Les privilèges, c'est quoi? C'est tous les créanciers qui ont le droit d'être payés au moment d'une vente. D'accord? Le syndicat des copropriétaires, par exemple, quand une vente a lieu, il a le droit d'être payé au titre des créances qu'il détient sur le débiteur. Admettons, je ne paye pas mes charges de copro, mon bien est vendu, et bien au moment de la vente, le créancier va devoir avertir le syndicat des copropriétaires qu'une vente est en cours, qu'elle a eu lieu et à quel prix, et le syndicat des copropriétaires va pouvoir dire ben, moi, il me devait tant d'argent, il faut payer. Voilà. Le syndicat des copropriétaires bénéficie d'un privilège. Quand on vend, on doit le payer de ses créances. Les hypothèques, c'est quoi? Ben là, normalement, vous devriez mieux connaître, mais je me permets de récapituler. Un créancier hypothécaire, c'est un créancier qui bénéficie d'une hypothèque sur un bien. Une hypothèque, c'est quoi? C'est une mention au fichier immobilier qui permet de dire à tout le monde, cette personne, elle me doit tant d'argent, 200 000 euros, pour quelle raison? Je lui ai prêté de l'argent, je suis une banque. Au moment où la vente aura lieu, il faudra me consulter. Et si jamais le bien est vendu, il faudra me payer en fonction de mon rang hypothécaire. Donc, s'il y a 3 inscriptions hypothécaires à la suite que le bien est vendu, eh ben, je vais devoir payer en entier le premier créancier hypothécaire, le rang 1. Et puis, s'il reste de l'argent, je paierai le rang 2. Et s'il reste de l'argent, je paierai le rang 3. D'accord? Et la purge, c'est le droit d'enlever toutes ces mentions du fichier immobilier. C'est le droit d'effacer tout ça. D'accord? Pourquoi c'est extrêmement important? Parce que si moi, j'achète une maison, je suis propriétaire d'une maison, donc j'ai acheté ma maison. Si j'achète une maison, je vais demander à mon notaire d'enlever toutes les inscriptions hypothécaires qui pesaient sur ce bien du chef de mon vendeur. Donc moi, j'ai acheté, admettons, auprès de Alix. Alix m'a vendu une maison, il me l'a vendu 400 000 euros, il devait encore 200 000 euros à sa banque. Donc moi, j'ai donné 400 000 euros à Alix, sa banque bénéficiait d'une inscription hypothécaire, on lui devait encore 200 000 euros, et ben, lorsque je l'ai payé, la banque a récupéré 200 000 et Alix a récupéré les 200 000 qui restaient. D'accord? Bon, ben ça, c'est le mécanisme des hypothèques, il est très classique. D'accord? Maintenant, si au moment de la vente, le notaire oublie d'accomplir cette formalité, oublie d'interroger la banque qui a prêté de l'argent à Alix, et ben, cette banque aura la possibilité de venir faire une saisie immobilière entre mes mains. Ça s'appelle une saisie immobilière entre les mains d'un tiers acquéreur. Parce que la banque bénéficie d'une hypothèque sur ma maison et parce qu'au moment de la vente, le notaire s'est planté. Il a oublié de me faire ma radiation. D'accord? Donc, quand on achète un bien, on veut tout le temps vérifier que ce bien est libre d'inscription hypothécaire. Et dans le cas d'une vente classique, le notaire va tout le temps gérer cette difficulté parce qu'en termes de responsabilité, c'est un point qui est très grave pour lui et qui est très engageant. Et il ne faut pas qu'il se plante. D'accord? Ça, c'est le cas d'une vente classique. Alors, s'il y en a qui n'ont pas compris, posez-moi la question. Parce que je sais que c'est complexe, d'accord? Et puis ça mobilise des notions de droit qui peuvent, encore une fois, pas être simplifiées à outrance.
Maintenant, dans le cas d'une vente sur saisie immobilière, ça ne se passe pas du tout de la même façon. Dans le cas d'une vente sur saisie immobilière, d'abord je vends et ensuite je me pose la question de comment est-ce que je vais enlever toutes les inscriptions hypothécaires et comment est-ce que je vais payer tous les créanciers. Ça veut dire que moi, adjudicataire, au moment où j'achète mon bien, il y a plein d'inscriptions hypothécaires dessus. D'accord? Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir le revendre. Parce que si jamais je vais voir un notaire et qu'il voit que j'ai publié mon titre de vente au fichier immobilier, ou que le dossier est en ordre, il va quand même voir sur ce bien tout un tas d'inscriptions hypothécaires qui n'auront pas encore été enlevées. Et donc il va dire, niet, je ne vends pas, c'est pas possible. Ça, si jamais je voulais revendre mon bien rapidement, eh ben, ça devient un élément qui est hyper bloquant. Et donc les marchands de biens ne pourront pas procéder à une revente avant d'avoir réalisé la radiation des inscriptions hypothécaires. Si vous voulez revendre dans votre délai de 2 ans ou de 5 ans parce que vous êtes marchand de biens, si jamais il y a une inscription hypothécaire sur le bien, vous êtes marron. Okay, si vous êtes un particulier, ce n'est pas très grave. Parce que les inscriptions d'hypothèque ont une durée de validité, et puis vous pouvez peut-être les laisser périmer, mourir de leur belle mort. Et comme en matière de saisie immobilière, les créanciers seront toujours payés, ils auront été payés, mais la formalité qui consiste à radier leur inscription n'aura pas été réalisée. Et donc, vous aurez un bien qui ne sera pas revendable en l'état, mais ce n'est pas gênant parce que de toute façon, vous ne voulez pas revendre. D'accord? Maintenant, la radiation se décompose de 2 éléments. La purge, qui correspond à l'obtention du droit de radier, et la radiation, pour en parler, une formalité qu'on accomplit auprès de la publicité foncière. Eh ben, dans une vente classique, la purge et la radiation, ça se fait en même temps au moment de la vente parce que le notaire gère tout et vous ne vous posez pas de questions. En matière de vente aux enchères, toutes ces étapes sont dissociées. Je vends, et puis ensuite je purge, et puis ensuite je radie. Et ça se fait à des moments très différents. Et tant que je n'ai pas terminé mon processus, je ne peux pas revendre. Et du coup, je suis très embêté. Alors, vous en faites pas. À la fin, je fais une synthèse. À la fin, je vous dis les choses très simplement. Là, je cherche à vous les expliquer, entre guillemets, à la belle. Mais on verra de façon plus simple les choses un petit peu plus tard. Donc, en matière de saisie immobilière, à partir du moment où j'ai consigné le prix d'adjudication et où j'ai payé les frais de procédure, j'ai le droit à la purge. Automatiquement, dès que j'ai payé, j'ai la purge. Ça veut dire que je peux demander au juge le droit de radier. D'accord? Ça veut dire que, en matière de saisie, je paye. OK. Mon avocat va préparer une requête pour avoir le droit de radier. Il va viser dans sa requête toutes les instructions hypothécaires qu'il veut radier. Le juge, dans les 3 jours qui suivent, va lui signer une ordonnance autorisant la radiation. Votre avocat va récupérer ce document, l'envoyer à la publicité foncière. Vous allez payer, Philippe Gardette, 0,1% du montant des inscriptions à radier. Et c'est terminé. Votre bien, il est libre, vous pouvez le revendre. Nous, en matière de saisie immobilière, on accomplit cette prestation pour tous nos clients marchands de biens. On a un marchand de biens qui achète, on paye, on dépose il paye, il consigne, il paye les frais, on dépose une requête, on l'envoie à la publicité foncière, boum, notre client peut revendre. Et ça se fait comme ça. D'accord? C'est très rapide. C'est un paiement, une demande d'autorisation au juge, au revoir. OK? Et c'est plié, et par contre, je dois payer mes frais de radiation. Le petit twist, c'est que le montant des inscriptions hypothécaires, qui va me permettre de calculer mon coût de radiation, je ne le connais pas à l'avance. D'accord? Et quand on achète, on n'a aucun moyen de le savoir. Votre avocat, en fait, il peut le savoir, mais si vous le mandatez au dernier moment, il ne pourra pas se renseigner. D'accord? Moi, on va dire que le document qui me permet de calculer le coût de radiation, il n'est jamais mis automatiquement dans le dossier de vente par les avocats qui vendent. Donc, c'est un document que vous devrez solliciter auprès de l'avocat vendeur. Et si vous vous y prenez au dernier moment, ce document, vous ne l'aurez pas. D'accord? Donc, si vous voulez calculer de façon fine à l'avance le coût de radiation, ça demande un temps de préparation à votre avocat. Et ça vous coûtera 0,1% du montant des inscriptions radiées. Il y a rarement des surprises, mais il m'est arrivé une fois de vendre un appartement sur lequel il y avait une inscription du pôle de recouvrement spécialisé du Trésor public de Paris, inscription hypothécaire à plus de 10 millions. Et donc, les frais de radiation dépassaient les 10 000 euros. Okay? Et ça, pour le client, c'était cadeau. Et donc, oui, Jérémy, on peut tout à fait imaginer une inscription hypothécaire pour 400 000, mais un bien vendu à 200 000. Ça n'a aucun rapport. Le montant de l'inscription hypothécaire d'une part et le prix d'adjudication d'autre part n'ont aucun rapport entre eux. Le bien est vendu, vous avez payé, vous avez le droit à la radiation, un point, c'est tout. Il n'y a pas d'autre discussion à avoir. D'accord? Et donc, Paul Racca,
Oui, on peut demander un état hypothécaire pour connaître le montant des hypothèques à radier, mais ce document, il se trouve au dossier de l'avocat du créancier poursuivant et parfois, je sais de quoi je parle, il met du temps à nous donner et donc on n'arrive pas à l'avoir à temps. Et ensuite, si vous voulez que votre avocat le commande, ça va impliquer un coût. Il va falloir payer 12, 24, 36 euros, bon, ça dépend du dossier. C'est pas très cher. Mais surtout, il y a un délai de traitement de votre demande de la part de la Fiducie foncière qui sera d'environ 12 jours. Parce qu'ils ont un délai légal de traitement de 10 jours, mais il faut rajouter les frais de port. Enfin, les délais de transport du courrier. D'accord? Donc, c'est pas compatible avec le fait de traiter le dossier au dernier moment. Notamment parce que la visite de l'immeuble préalable à la vente, qui généralement déclenche la décision d'achat, a lieu généralement dans la semaine qui précède la vente. Donc nous, les avocats, quand on est saisi, généralement on est trop court pour vérifier le montant de la radiation, le coût de la radiation. Alors je crois que j'ai répondu à Raka, Paul, à Philippe Gardette, alors je supprime vos questions. Bon, ça c'est le cas de la saisie immobilière. Jusque-là, c'est sympa, d'accord? Maintenant, je vais vous parler de la licitation. En matière de licitation, quand vous avez payé, vous n'avez pas le droit à la purge. Et quand vous avez purgé, vous n'avez pas non plus le droit à la radiation. En matière de licitation, une fois que j'ai payé le prix, pour obtenir le droit de radier, traduction, pour obtenir la purge, pour obtenir le droit de procéder à la radiation, je dois engager une procédure de purge. Une procédure de purge, ça se fait avec des notifications de l'huissier. Je dois donner des actes à mon huissier qui va les notifier à tous les créanciers hypothécaires. Mon huissier va aller voir tout le monde, leur donner mon acte de purge. Ils auront un délai de contestation de 1 mois. S'ils contestent, le bien est remis en vente aux enchères. S'ils ne contestent pas, j'obtiens le droit de demander la radiation. S'ils ne contestent pas, je prends un délai de 1 mois et je dois ensuite les assigner devant le tribunal judiciaire pour obtenir le droit de procéder à la radiation. C'est-à-dire que je vais devoir payer, attendre du coup mes délais de paiement, mes quittances, purger, notification de l'huissier, délai de 1 mois, et à l'issue, assigner, procédure devant le tribunal judiciaire. Et là, ça va prendre au minimum 1 an. Plutôt 1 an et demi. Ça fait que quand on est en matière de licitation, on a généralement un délai incompressible qui va jusqu'à 24 mois avant de pouvoir procéder à la radiation des inscriptions hypothécaires. C'est la raison pour laquelle les marchands de biens n'achètent quasiment jamais sur licitation. Mais c'est également la raison pour laquelle, vous, en tant que particulier, ce sont les opérations les plus juteuses. Vous prenez plus de risques parce que vous avez l'occupant sans droit ni titre, l'indivisaire éventuellement qui ne veut pas partir. Mais par contre, il y a tout un tas de candidats à l'achat qui ne pourront même pas se positionner sur le bien, ce qui veut dire que la concurrence sera beaucoup plus réduite. Les plus belles opérations que j'ai vues en matière de vente aux enchères, ça a toujours été sur les stations partage. Et les plus grosses foirades aussi. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, si jamais vous allez là-dedans, au moment où vous allez notifier la purge, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez proposer à tous les créanciers hypothécaires de se payer sur le prix que vous avez versé. D'accord? Donc, vous allez leur dire, voilà, j'ai acheté ce bien à tel prix, est-ce que ça vous convient? Si ça vous convient, sachez que vous pouvez vous faire payer sur le prix que vous pouvez intervenir en tant que créancier hypothécaire pour être payé sur l'argent que j'ai donné. Ça, vous n'allez pas payer une deuxième fois, mais grosso modo, ça leur permettra d'intervenir pour être payés de leur créance. Une grosse différence quand même avec la licitation. C'est le point qui est le plus mal compris généralement et c'est pour ça que c'est le plus dangereux. Des marchands de biens qui achètent sur la licitation sans comprendre à quoi ils s'engagent, ça peut être une catastrophe. Ouais. Ensuite, le troisième point, après je répondrai à vos interrogations, le cas de la liquidation. Si jamais vous achetez sur une liquidation, là on est sur une solution intermédiaire. Je vais devoir faire une procédure de purge, donc ça va me prendre 1 mois. Par contre, après, la demande de radiation se fera sur requête, comme en matière de saisie immobilière. Donc, je récapitule. En matière de saisie, je paye, je dépose une requête, je radie. En matière de licitation, je purge, j'attends 1 mois, j'assigne au fond, j'attends de 12-18 mois. En matière de vente sur liquidation judiciaire, je purge, j'attends 1 mois, je dépose une requête. 5 jours plus tard, j'ai mon ordonnance de radiation, je l'envoie à la publicité foncière. Et l'affaire est pliée. Donc, la vente sur liquidation judiciaire, c'est pas une vente qui est dangereuse. Pas pour ça, en tout cas. Elle présente d'autres spécificités qui la rendent atypique, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard.
Alors normalement, si vous avez suivi ce que je raconte et que vous avez compris ce que je raconte, ce qui n'est pas une mince affaire, vous devriez avoir des questions. Alors, je regarde un petit peu. Paul, à nouveau, je me permets de remettre la première question que j'ai posée. Lors de la surenchère, le bien revient à l'adjudication ou celui qui exécute la surenchère a le bien. Si jamais, lors de l'audience de surenchère, il y a une carence d'enchère, c'est celui qui a surenchéri qui est déclaré adjudicataire. Si lors de l'audience de surenchère, il y a quelqu'un d'autre qui surenchérit encore à un montant supérieur, bah, c'est lui qui récupère le bien. La surenchère, c'est une nouvelle audience de vente. Donc, les dés sont à nouveau jetés. On rabat les cartes. Et si jamais personne ne se manifeste, c'est le surenchérisseur qui récupère. Sinon, c'est celui qui a le dernier mot. Je crois que j'ai répondu, alors j'efface. Si jamais j'ai pas répondu, reposez-moi la question. David, les frais de radiation des hypothèques et autres sont calculés sur le prix d'aide de l'adjudication ou le montant des hypothèques. Sur le montant des hypothèques. Si jamais le bien était vendu 10 000 euros, qu'il y a une inscription à 10 millions, vous en avez pour 10 000 euros à radier. Donc, c'est un sujet. Notamment, c'est rarement un problème grave, en fait, parce que la plupart du temps, on a comme créancier inscrit les banques. En fait, quand il y a une procédure de recouvrement qui est mise en route, il y a toujours 3 créanciers. Les impôts, la banque et le syndicat des copropriétaires quand on est sur une copro. Parce que quand on arrête de payer, généralement, c'est les 3 qui sont concernés. D'accord ? Ça veut dire que le montant des hypothèques va rarement dépasser la valeur du bien, parce que la banque, si elle prête, elle va prêter sur la valeur du bien plus les intérêts. Donc, si j'achète à 200 000, j'aurai peut-être 280 000 euros d'inscription de la banque. Les impôts, ça ne va jamais chercher bien loin. On sera sur du 10 000 euros. Allez, le syndic, ça peut monter à 5, 10, 15, mais il n'y aura jamais un énorme delta entre le prix d'adjudication, enfin la valeur du bien et le montant des intérêts hypothécaires. Sauf cas atypique. Moi, je vous ai parlé d'une hypothèque à 10 millions, c'était parce que le type, en fait, avait joué en bourse, arnaqué tout le monde, perdu bonbon, et en fait, le Trésor avait hypothéqué tout son patrimoine immobilier, donc il détenait 10 millions contre lui, et ils avaient hypothéqué tous ses appartements. D'accord ? Bah, du coup, c'est rare. Voilà, mais ça arrive. Et on ne peut pas trop l'anticiper. Donc, David, je crois que je vous ai répondu. Camille Patruno, les liquidations judiciaires concernent uniquement les entreprises? Non. On a des cas de liquidation personnelle. Je peux être passé au surendettement. La commission de surendettement peut décider pour une raison X ou Y d'ordonner ma liquidation personnelle. Je passe entre les mains d'un mandataire liquidateur qui va vendre tout mon patrimoine. C'est rare, d'accord. 90% du temps, ça va être de la liquidation de société. Alors, Philippe, à nouveau, peut-on se déclarer créancier lors d'une adjudication où le débiteur ne quitte pas les lieux avant l'expulsion? Je ne comprends pas votre question, désolé. Il faut me la reposer. Je l'efface, je vous laisse la reposer, je ne comprends pas. Quelle est la fiscalité d'un achat, saisie, licitation, liquidation? Je ne sais pas. Je ne suis pas un fiscaliste. Nous, le monde de la fiscalité et le monde des voies d'exécution et du recouvrement, vous imaginez que c'est vraiment 2 trucs différents. Je maîtrise un tout petit peu la fiscalité des marchands de biens pour leur calculer les droits de mutation. Mais si jamais vous avez une question, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à nos clients d'aller voir le comptable ou d'aller voir un fiscaliste. Voilà. Et on travaille en partenariat avec des cabinets fiscalistes qui font le montage financier et fiscal. Et nous, on gère le volet opération de vente. Vous ne trouverez pas un avocat qui fait des ventes judiciaires qui est spécialisé en fiscalité. Chez nous, c'est comme interroger un cancérologue et un proctologue. Là, c'est pas la même chose. D'accord. Lionel, au niveau de l'évaluation du bien à acheter, prix d'achat, quelle est la différence entre les 3 procédures en pourcentage de la valeur vénale du bien acquis à mettre pour estimer au mieux le prix? Généralement, les biens qui sont vendus sur licitation subissent une décote plus importante aux enchères pour les raisons que je viens de vous dire. Mais il n'y a pas de règle. En fait, aux enchères, on fait parfois des bonnes affaires parce que voilà, c'est des enchères, c'est plus risqué. Maintenant, dans les grandes métropoles où l'immobilier est très tendu, je pense Paris, Lyon, Marseille, le marché des enchères a tendance à rejoindre le marché classique. Et parfois, aux enchères, ça se vend plus cher que sur le marché classique parce qu'il y a un phénomène que nous constatons tous les jours, les avocats, c'est l'effet casino. D'accord ? Les particuliers, quand ils viennent aux enchères, ils se croient au casino. Et moi, ça ne m'est pas arrivé une seule fois, et je dis bien, ça ne m'est pas arrivé une seule fois, d'avoir un client qui vienne me voir en me disant « Maître, je vous donne un mandat à 60 000, promis, juré, je ne dépasse pas. » D'accord ? Il dépasse toujours.
Une fois, ça m'est même arrivé d'avoir une dame qui m'a donné un mandat à 20 000. À 65 000, elle me demandait de monter encore les enchères, alors qu'elle m'avait dit qu'elle était sur la paille si jamais elle achetait, parce qu'elle était au casino. D'accord? Et c'est moi qui suis allé là-bas en lui disant, madame, on arrête. On arrête. D'accord? Je refuse de continuer. Donc, la problématique de l'évaluation et du déroulé des enchères, c'est la magie des enchères. Est-ce que l'avocat a un devoir de conseil là-dessus ou pas? Alors, non. Nous, on a beaucoup de clients qui nous demandent de leur donner notre avis sur l'évaluation, mais c'est pas notre métier. Moi, je suis pas un agent immobilier, je suis pas un expert évaluateur. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'un bien aux enchères, si jamais il est acheté par un marchand de biens, le marchand de biens va le décoter de 30%. D'accord? Parce que lui, il a besoin de marger, et en dessous de 30%, il aura du mal à rentrer dans ses frais à cause des dépenses qu'il va devoir engager pour la rénovation, etc. Et en plus de ça, aux enchères, on a généralement une décote de base de 10-20%. D'accord? Mais c'est pas une généralité. Et c'est du cas par cas. Et puis, des fois, il y a des clients qui sont prêts à monter très cher sur un bien parce qu'ils ont une perception très différente de la valeur de ce bien comparé à d'autres. D'accord? Moi, ça m'est arrivé plein de fois de voir quelqu'un acheter et les clients me disent, mais lui, il est dingo, quoi. C'est des fous. Ça vaut pas ce prix-là. D'accord? Et réciproquement, j'ai déjà acheté pour des clients et les autres confrères dans la salle, ils me tapaient sur les plats en me disant, mais il est fou tout client. Ça vaut pas ce prix. Voilà, nous, c'est pas notre métier, l'évaluation. Olivier, sur quel site peut-on voir les biens mis en vente? Sur Vench. Voilà. Allez, sur Vench, c'est très bien. Allez, je continue. Je répondrai aux dernières questions plus tard. D'accord? Parce que je crois qu'on est déjà un petit peu long, là, on est déjà quasiment 1 heure. On a quasiment 1 heure, ouais. Ouais, les formes habituels sont plus courts, alors mais vous en faites pas, on a fait le plus dur. Au niveau des délais, dans quel délai on doit payer? D'accord? Dans quel délai on doit payer? Les délais de paiement sont différents en fonction qu'on est sur les délais et modalités de paiement sont différents en fonction qu'on achète sur saisie, licitation ou liquidation. D'accord? Sur saisie immobilière et licitation, mon délai de paiement il est de 2 mois. D'accord? Je dois payer dans les 2 mois qui suivent la vente. Si jamais la vente elle a lieu, si jamais c'est une vente initiale, en fait mon délai de 2 mois commence à courir à compter du moment où la vente est définitive. Donc la vente est définitive quand on a passé le délai de surenchère. Donc en fait le bien est vendu, j'attends 10 jours, il n'y a pas de surenchère. C'est bon, je commence à comptabiliser mon délai de 2 mois et là j'ai donc 10 jours plus 2 mois pour payer. Si la vente elle a lieu sur une surenchère, j'aurai 2 mois secs. D'accord? Si jamais je dépasse mon délai, je vais devoir payer des intérêts de retard au taux légal. D'accord? Mais ils seront calculés à compter de la vente. Donc si jamais je ne paye pas à temps, au bout de 2 mois et 11 jours, en 1 seconde, je vais me prendre 2 mois et 11 jours d'intérêt dans les dents. D'accord? Les intérêts sont rétroactivement calculés à compter de la vente. Au bout de 4 mois, on les majore de 5 points. Donc si jamais le débiteur saisi, parce que c'est lui que je paye, est un particulier, je vais avoir au début des intérêts à 4,5 et au bout de 4 mois, ils seront à 9,5%. D'accord? Donc, si jamais je paye en retard, ça peut faire très mal. OK? Ensuite, si jamais j'achète sur liquidation, attention, c'est une grosse particularité, j'ai un délai de paiement de 3 mois. Au bout de 3 mois, on considère que je suis tardif. Mes intérêts seront majorés de 5 points au bout de 5 mois en tout. Par contre, on me demande de payer les intérêts au bout de 10 jours. Dès que la vente est définitive, je dois des intérêts au taux légal. D'accord? Par contre, comme le débiteur saisi, comme la personne dont le bien est vendu, c'est souvent une société, donc un professionnel, le taux légal sera beaucoup plus faible. D'accord? Par contre, si jamais vous achetez un bien entre les mains qui appartenait à une personne particulière qui a subi une liquidation personnelle, et au bout de 10 jours, si jamais il y a une surenchère possible, ou à compter de la vente, si jamais il n'y a pas de surenchère possible, vous allez devoir des intérêts de retard au taux de quasiment 5%. D'accord? Et ça, c'est comme ça. Et ne me demandez pas pourquoi. On vous donne 3 mois pour payer. Et pourquoi, en parallèle de ça, on vous demande de payer des intérêts de retard tout de suite. Parce que les intérêts de retard, logiquement, c'est s'il y a un retard. Et donc, vous les imposez avant qu'on ait dépassé le délai. C'est pas logique, mais c'est comme ça. Et c'est stupide. Mais c'est comme ça quand même. D'accord? Désolé. Ensuite, comment je paye? Si jamais je suis sur licitation ou saisie immobilière, je paye entre les mains du bâtonnier ou de la CARPA. Si jamais je suis sur liquidation, je paye entre les mains du mandataire, mais ça, je vous l'ai dit au tout début.
D'accord? Allez, on a presque terminé. Attention au niveau des intérêts de retard. Nous, à Marseille, par exemple, on va tout le temps vous les réclamer. Si jamais il manque un jour d'intérêt, on va vous le réclamer. Devant d'autres juridictions, Thonon, dans le ventre nous là, de la France, vers je perds mes mots, en Auvergne, dans plein de régions de France, on laisse aux avocats la liberté de réclamer ou pas les intérêts de retard. Et bien souvent, ils ne les réclament pas, parce que entre avocats, si admettons le client de Alix a payé en retard, et ben moi, Raphaël, aller chercher les intérêts entre les mains, à dire à Alix, bon, ton client il a payé en retard, c'est pas cool, donne-moi les intérêts. C'est pas cool pour Alix, d'accord? Ça revient à le mettre en porte-à-faux vis-à-vis de son client et puis y avoir des problèmes. Donc bien souvent, les avocats ne les réclament pas. Mais devant certaines juridictions, comme Marseille, s'il y a un jour d'intérêt à réclamer, on va le réclamer, d'accord? Donc la pratique au niveau de est-ce que vraiment je vais devoir payer les intérêts de retard, ça dépend beaucoup de là où vous vous trouvez géographiquement parlant. Ok? Et donc je ne peux pas vous dire comment ça se passe à l'avance. Alors moi, en tant qu'avocat, j'ai dû former, je donne des formations, je vous ai dit au tout début, en matière de saisie immobilière, de vente judiciaire, je forme aux écoles d'avocats. J'ai dû former peut-être 300 ou 400 confrères aux ventes judiciaires. Eh ben, j'ai fait à peu près le tour de France de tous les barreaux et il y a des pratiques à peu près différentes. Il y a des pratiques différentes à peu près partout. D'accord ? Je ne peux pas vous dire à l'avance comment ça va se passer parce que ça va dépendre des pratiques de la commission d'adjudication, de la commission de l'ordre des avocats qui gère cette problématique. Ça va dépendre du juge, ça va dépendre de plein de choses. Ça peut évoluer au fil du temps. D'accord ? Donc là, trouvez un avocat, quelqu'un de compétent, posez-lui la question. Dites-lui c'est quoi les règles en matière de délai de paiement parce que je veux savoir quelque chose je vais me faire manger si j'ai un petit peu de retard. Ce qui peut arriver en matière de prêt bancaire notamment. D'accord ? Petite synthèse, ça fait pas de mal, d'accord? Et après la synthèse, je réponds à toutes vos questions. Parce que c'était assez dense, je crois, pour 1 heure. Voilà. Il y a beaucoup d'informations. Ouais, il y a beaucoup d'informations, je sais. Hein, mais Il y aura un replay pour ceux qui veulent. Vous pouvez regarder après. Alors, en synthèse, si j'achète sur saisie immobilière, c'est quoi les règles? J'ai 2 mois pour payer. Parfois 2 mois et 10 jours, enfin 2 mois et 10 jours et parfois 2 mois, mais comptez 2 mois. Ça vous mettra à l'abri de tout problème. D'accord? Le jugement d'adjudication vaudra titre d'expulsion. Le bail antérieur au commandement vous sera opposable. Postérieur au commandement ne vous sera opposable que si vous en avez eu connaissance avant d'acheter. Donc là, il y a un petit peu de travail de documentation à faire. Au niveau de la radiation des inscriptions hypothécaires, c'est rapide. D'accord? Vous ne posez pas trop de questions, ça va aller vite. Vous ne dites pas que c'est un frein à la revente. En matière de licitation, rebelote, j'ai 2 mois pour payer. Le jugement d'adjudication ne vaut pas titre d'expulsion, donc s'il y a quelqu'un dans les lieux, c'est un problème, il faut que je budgète la procédure. Vous devez intégrer dans votre calcul de la rentabilité économique de l'opération qu'il y aura 1 an de procédure, un avocat à payer, des frais d'huissier et un manque à gagner sur la valeur locative. Le bail vous sera opposable. S'il y a un bail, tant pis pour vous. Et la radiation des inscriptions hypothécaires, ça sera très long, très douloureux et très cher. Parce que vous allez devoir payer un huissier pour faire la purge, payer votre avocat pour faire la purge. C'est compliqué à faire. Moi, je dois facturer. La dernière fois que je l'ai fait, j'ai dû facturer 600 € hors taxe. Et ensuite, il faudra engager une procédure devant le tribunal judiciaire. Là, rebelote, il y aura des frais d'avocat. Moi, je facture jamais ça en dessous de 1 200 € hors taxe parce que même si personne ne se présente en face, je vais quand même devoir me fader une procédure pendant quasiment 1 an, voire 1 an et demi. Et c'est l'enfer. D'accord? Même si on ne fait rien, on doit surveiller, ça mobilise nos secrétaires. Il y a du travail en fait. Même si pour vous, il peut sembler que non, en fait, il y a du travail même quand il ne se passe rien, malheureusement. Et puis en cas de liquidation judiciaire maintenant, délai de paiement de 3 mois, mais je dois des intérêts de retard tout de suite. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, c'est bête, mais c'est comme ça. C'est écrit aux articles 10, 11, 12, 13 des conditions générales du titre de vente. Vous pourrez regarder. Le jugement d'adjudication vaudra titre d'expulsion. Le bail sera opposable à l'adjudicataire. Et la radiation des inscriptions hypothécaires vous prendra entre 4 et 5 mois. D'accord? Et ça ne coûtera pas trop cher. Conclusion. Et après, je réponds à toutes vos questions. D'accord? Vente sur licitation, danger. Mais peut-être aussi l'opération la plus rentable. D'accord? Parce que si vous arrivez à vous procurer le renseignement suivant, est-ce qu'il y a des inscriptions hypothécaires sur le bien? Vous bénéficierez d'un avantage concurrentiel considérable sur les autres candidats à l'achat. Voilà, je ne peux pas mieux le dire.
Donc, cette information, elle est parfois fastidieuse à obtenir. Votre avocat va certainement vous la facturer parce qu'il y aura du boulot. Mais par contre, si vous l'avez, vous êtes meilleur que les autres. Et votre achat sera beaucoup plus éclairé et vous permettra de calculer la rentabilité de l'opération avec beaucoup plus de finesse. D'accord ? Allez, je réponds aux questions maintenant. Comment calculer tous les frais, purge, avocat? Eh bien, regardez. Je ne pensais pas le sortir aujourd'hui, alors ce n'était pas le sujet du jour. Mais si vous voulez, cadeau, je peux mettre à votre disposition par l'intermédiaire de Alix ma calculette. D'accord? Alors ça, c'est un outil que je donne normalement aux avocats. Ce n'est pas un outil qui est à destination du grand public. Mais grosso modo, mes informations ne sont même pas à jour. Grosso modo, ça permet de calculer à peu près tout. Donc, admettons, j'achète mon bien 146 000 euros. Il est composé de 2 lots de copropriété. Il y a, admettons, 6 000 euros de frais de procédure. Et je suis un particulier. Donc, je me paye des droits de mutation à 8 400 euros. Eh bien, je vais avoir tout compris mon prix qui va être indiqué ici, 164 000 euros. Et ça va comprendre le prix d'adjudication, les frais de procédure, les frais de publication du titre de vente au fichier immobilier, ça coûte 0,1% du prix d'adjudication, plus le coût d'une fiche d'immeuble qui va coûter 12 euros par lot de copro, plus 2 euros de frais de port, plus 12 euros par parcelle cadastrale. D'accord ? Et là-dedans, par contre, je n'inclus pas le coût de la radiation des hypothèques, parce que pour ça, il y a trop de variables. Ça va dépendre du type de procédure, ça va dépendre du montant des inscriptions, ça va dépendre de est-ce que je dois faire une purge, pas une purge, il y a trop de paramètres que je ne maîtrise pas. D'accord ? Bon, ça, on parlera avec Alix de comment mettre ce document à disposition si vous voulez. Ou sinon, attendez, j'ai une solution plus simple. Je le mettrai sur mon site internet et puis vous pourrez venir voir. Sur Selon Avocat, je le mettrai ce soir en ligne. Très bien. C'est la calculette état des frais de vente Macron. Alors, je ne sais pas pourquoi vous dites Macron. Je ne sais pas du tout pourquoi vous dites Macron, Robert. Je ne sais pas. Macron, il n'est pas intervenu dans notre problématique. En fait, ce qui s'est passé, pour être précis, c'est que on n'avait pas le droit à la perception d'un pourcentage avant 2016. Donc, en fait, on a un arrêté en 2016 qui a fixé le pourcentage de rémunération des avocats qui est intégré dans la calculette. Premièrement, et deuxièmement, les pourcentages ont été modifiés en 2020. Donc, dans le tableau, j'ai une hypothèse avant 2016 et avant 2020. Avant 2016, 2016 à 2020 et après 2020, parce que ça dépend de la date à laquelle la procédure a été engagée. Mais vous voyez, ce n'est pas un outil fait pour le grand public, c'est fait pour les avocats. Donc moi, je peux vous le mettre à disposition, il n'y a pas de problème. Mais sachez que c'est compliqué à utiliser. Voilà, c'est comme ça. Erwan, peut-on acheter le bien avant qu'il soit mis aux enchères? Non. Non. Alors nous, on est tout le temps contactés par des gens qui nous disent, maître, allez, s'il y a un bien en vente, vous me le mettez au chaud. D'accord? Non. Non, ça n'existe pas. En fait, quand on fait une saisie immobilière, le juge aura la possibilité d'orienter le dossier soit vers une vente amiable sous contrôle du juge, soit vers une vente aux enchères. Mais si jamais le bien est vendu à l'amiable sous le contrôle du juge, ça va passer sur le bon coin, enfin, vous n'aurez pas d'informations privilégiées qui vous permettront d'acheter moins cher. D'accord ? Par contre, il y a des schémas un peu différents. Je ne devrais pas le dire. D'accord ? C'est un peu tabou ce que je vais vous raconter, mais par exemple, moi, je suis mandaté pour un client qui me dit « je veux sortir de l'indivision ». Mais j'aimerais bien racheter la quote-part des indivisaires, d'accord ? Ça m'intéresse. Moi, je voudrais bien récupérer, admettons ma soeur, elle me prend la tête, j'ai envie de lui racheter sa quote-part indivise, mais elle ne veut pas me la vendre. Et je n'ai pas de solution pour la contraindre à me la vendre, d'accord ? Donc, je vais faire une licitation partage, provoquer la vente aux enchères du bien, et comme moi, je veux racheter sa quote-part indivise, ce que je vais faire, c'est que je vais m'organiser pour torpiller le prix d'adjudication. D'accord ? Je vais vendre dans les pires conditions possibles. Donc, je vais dire à personne s'il y a des inscriptions hypothécaires, par exemple. Je vais m'organiser pour que les visites se passent mal. Petite astuce, par exemple, je vais organiser les visites pendant que les adjudications ont lieu. Nous, à Marseille, les adjudications, c'est le mercredi matin à 9h30. Et bien, la visite, elle aura lieu mercredi matin à 9h30. Comme ça, tous les marchands de biens qui peuvent venir, ils ne pourront pas venir. Et boum, j'ai une partie du marché immobilier qui dégage. C'est interdit de faire ça. D'accord ? Mais par contre, sachez qu'il n'y a pas de passe-droit.
Par contre, si vous avez un avocat compétent qui vous accompagne, dans certains cas de figure, il y a des trucs à faire. Je ne suis pas censé le dire. Le co-indivisaire n'a pas un droit de préemption, c'est pas un droit de préemption, il y a une faculté de substitution et on doit demander l'autorisation au juge d'insérer cette faculté de substitution. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir l'autorisation? Parce que justement, on peut manipuler cette autorisation pour torpiller le prix de vente, comme je viens de vous le dire. C'est pour ça que c'est contrôlé. D'accord? Les juges sont pas entièrement naïfs non plus. Et c'est pour ça qu'il faut s'organiser pour le faire. Coralie, je vous ai répondu. Jean Hervé, le débiteur saisi peut-il céder son bien avant la date d'adjudication? Si oui, quid des frais? Alors, en fait, quand on intervient côté débiteur, soit je vends avec l'autorisation du juge, soit je vends avec l'autorisation de mes créanciers. Si je vends avec l'autorisation de mes créanciers, je vais abandonner la procédure et vendre sur transaction. Donc, je vais transiger avec mes créanciers, on va se mettre d'accord, se toper dans la main. On va toper un deal, je vous paye, je paye vos frais et vous me laissez vendre dans de bonnes conditions. Voilà, ça arrive. Mais là, à nouveau, ça sera invisible pour vous, candidat à l'achat, parce qu'en fait, ça passera sur le marché immobilier classique de façon totalement transparente. Et ça sera quelque chose d'invisible pour vous. Moi, je le sais, parce que je suis de l'autre côté de la barrière. Et en fait, dans cette hypothèse-là, les frais sont payés. Parce que le créancier poursuivant, comme il a un droit de veto sur la vente, il va imposer le paiement de ses frais. C'est naturel. Robert, c'est parce que je l'ai trouvé sur un site d'avocat qu'il avait nommé ainsi. Je sais. Ah, le Macron. Oui, ça a été passé, je crois, pendant que Macron était président, Premier ministre. Bref, peu importe. Olivier, quel est votre site internet? Solonavocat.com. Je le mets en lien. Comme ça, super, merci. Damien, quelle est la différence avec la vente aux enchères notariales? Je ne sais pas, je ne fais pas de vente aux enchères des notaires. En fait, je sais un peu. On a la possibilité de demander à un notaire de réaliser une vente aux enchères, premièrement, pour les besoins par entente personnelle. C'est assez rare. Et deuxièmement, en matière de vente sur licitation-partage, quand on fait la procédure, on peut demander à ce que la vente aux enchères ait lieu soit devant le tribunal, soit devant le notaire. D'accord? Alors, il y a deux informations complémentaires qui vont avec ça. La première, c'est que les ventes, nous les avocats, on est sport, on joue dans notre équipe. Donc, si je vais au tribunal, je vais demander à ce que la vente aux enchères ait lieu au tribunal. Enfin, si c'est moi qui gère la licitation, je vais toujours demander à ce que la vente ait lieu au tribunal. Pourquoi? Parce que j'ai plein d'intérêts économiques là-dedans. Les ordres d'avocats, enfin, il y a toute une économie qui est construite autour de ça, qui fait que moi, je vais jouer dans mon camp. C'est comme ça. M'en voulez pas. La deuxième raison, c'est que les ventes aux enchères sur licitation, dans le sud de la France, les ventes notariées, ça n'existe quasiment pas. D'accord? C'est pas quelque chose qui est dans notre culture locale. Donc moi, en tant qu'avocat, si je veux vendre dans de bonnes conditions, il faut que je vende là où il y a le plus grand public. Ce sera les ventes aux enchères. Dans le nord de la France, il y a des régions dans lesquelles les notaires se sont totalement emparés du marché de la vente immobilière classique. Il n'y a quasiment pas d'agence immobilière, parfois. Et dans ces régions-là, dans ces zones territoriales, il est d'usage de leur confier plus de choses, dont notamment les ventes aux enchères. Moi, je demande à un notaire à Marseille de me faire une vente aux enchères, il va me regarder avec des yeux ronds de sous-côte, en me disant qu'est-ce que vous me racontez? Je ne sais pas faire. Ils le font jamais. D'accord? Et il y a des et ça, c'est le résultat d'un mélange de traditions, de particularismes locaux, etc. Je n'ai pas très bien répondu, mais je crois que j'ai répondu quand même. Jubou, merci beaucoup pour le partage de votre fichier Excel de simulation. Où est-ce que nous pourrons le télécharger? Sur mon site internet, Solon Avocat. D'accord? Vous cherchez Raphaël Moreno, Solon Avocat, j'ai plusieurs sites. Vous allez bien sur Solon Avocat. D'accord? Je crois que j'ai répondu. Coraline. En cas de vente sur saisie classique et de carence d'enchères, c'est bien le créancier poursuivant qui est déclaré adjudicataire? Oui, absolument. D'accord? Alors qu'en cas de vente sur liquidation et carence d'enchères, le liquidateur est renvoyé à nulle pourvoir? Non. Pas du tout. D'accord? Je m'explique. C'est une question technique, mais je crois avoir vu que vous étiez greffier ou quelque chose comme ça. J'ai vu dans la liste des participants. C'est pas une question de débutant, ça. En cas de vente sur saisie immobilière, en cas de carence d'enchères, c'est le créancier poursuivant qui déclare adjudicataire le montant de la mise à prix. En cas de vente sur licitation ou liquidation, en cas de carence d'enchères, il ne se passe rien. Et c'est celui qui a demandé la vente qui doit retourner devant le juge pour faire fixer une mise à prix différente parce que manifestement, il y avait un raté dans le montant de la mise à prix. Donc oui, il est renvoyé à nulle pourvoir, mais c'est pas exactement ça le terme qui est employé. En fait, il ne se passe rien et il doit refaire de la procédure.
Comment calculer tous les frais? Purge avocat, j'y ai répondu. Merci. Alors de rien. Combien faut-il prévoir comme frais de vente suite à l'adjudication? Alors moi, ce que je dis à mes clients tout le temps, c'est que si on est au-dessus de 100 000 euros, comptez 10%, en dessous de 100 000 euros, comptez 15%. Pourquoi? Parce que proportionnellement, les frais seront plus élevés sur un prix d'adjudication bas. Pourquoi? Parce que le ticket moyen pour parvenir à une vente, en termes de frais fixes, il est de 6 000 euros en province, de 10 000 euros en région parisienne. Ça tient aux différences de coûts des affiches légales, nouvelles publications, enfin les sponsors de Bench, qui en région parisienne sont soumis à une tarification légale qui est différente. Donc il y a un ticket moyen différent. Et puis après, l'émolument proportionnel, donc la rémunération des avocats, la rémunération légale, elle est proportionnellement plus élevée quand le prix d'adjudication est bas. Pas très différent, mais il y a un pourcentage, d'accord? Du coup, on en fait des économies d'échelle quand on achète cher. Voilà. Donc, comptez 10% en dessus de 100 000, 15% en dessous. Tac, tac, tac. Il y a encore des questions. Philippe, certains avocats poursuivants ne veulent pas pousser les enchères, qu'en pensez-vous? Alors, il y a beaucoup d'avocats poursuivants qui le font et généralement, on considère que ce n'est pas un problème. Pour une raison très simple, au plus il y a de gens qui cherchent à acheter, au mieux la vente a de chances de prospérer. Donc, c'est intéressant pour tout le monde. Par contre, il y en a certains qui refusent parce que si jamais l'adjudicataire ne paye pas, parce qu'il y a un problème, c'est l'avocat du créancier poursuivant qui va devoir engager une procédure de réitération des enchères qui va avoir pour conséquence de le sanctionner de façon très dure. Or, je ne peux pas être à la fois celui qui achète, qui ne paye pas, et celui qui fait une procédure à celui qui a acheté et qui n'a pas payé. Je ne peux pas être le même avocat. Donc, il y a un conflit d'intérêts. Ce que je vous propose, c'est qu'on répond encore à 2-3 questions et puis on finalise. Il faudrait retrouver lesquelles qui seraient peut-être les plus intéressantes. Ok. Alors, j'essaie de trouver les questions qui sont les plus atypiques. Alors, en attendant, moi, je vais peut-être répondre à Olivier, quelle est la différence entre Bench et Licitor? Alors, la différence principale est qu'on a noué du coup des partenariats avec Legal to Digital, un conglomérat en fait de sociétés liées aux publicités des ventes aux enchères, qui nous permet globalement de pouvoir référencer, alors pas la totalité, mais pas loin en tout cas de toutes les ventes aux enchères en France. Donc ça fait un point majeur et suite à ça on essaie de développer du coup d'autres fonctionnalités, donc calculatrice des ventes pour calculer aussi les frais. Alors c'est peut-être pas aussi juste du coup que maintenant raison, mais donc voilà la principale différence. Alors, je vais abonder dans ce sens, c'est-à-dire qu'en fait, Licitor, ils n'ont pas de partenariat avec les avocats. C'est pas eux qui font l'affichage légal. Ils ont que des informations de seconde main. Donc, grosso modo, ils ont des abonnements à tous les journaux d'annonces légales. Et ils copient ce que les autres font. Donc, c'est pas un travail de première main. Et ils le font souvent mal. Et souvent, la première information qui disparaît sur Licitor, c'est le type de vente. Vous n'aurez quasiment jamais d'information est-ce qu'on est sur une vente sur licitation, liquidation ou saisie immobilière sur Licitor. Vous l'aurez sur Bench parce qu'il y a les affiches des avocats qui sont mises à votre disposition. Et sur ce document, il y a souvent l'information. C'est là qu'elle se trouve le plus souvent. D'accord ? Donc, la meilleure manière de se planter, c'est d'aller sur les sites. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. La meilleure manière, si vous voulez vraiment avoir l'information la plus juste, je dirais, c'est le tribunal. Le tribunal ou l'avocat qui a fait la saisie. Vous trouvez leur nom sur Bench, vous prenez les premiers renseignements et vous passez des coups de fil. Alors, allez, encore 3 questions. Y a-t-il un intérêt d'acheter aux enchères via une société ou en direct personne physique? C'est votre problème, vous faites ce que vous voulez. D'accord? La société peut être plus facilement marchand de biens. C'est juste une organisation patrimoniale différente. Ensuite, Jean Redomé, bonjour. Dans les cahiers, le poursuivant écrit qu'il ne peut être tenu pour responsable des erreurs, par exemple, erreurs sur la surface. Dans mon cas, il connaissait des vraies surfaces alors que le PVD obligatoire fait état de fausses surfaces. D'accord? Alors, pourquoi je choisis cette question? Jean, il me demande une consultation sur un cas particulier qui lui est arrivé. C'est pas l'objet du jour. Désolé, Jean. Je ne dis pas ça pour vous être désagréable. Mais j'en profite pour attirer votre attention sur le fait que,
en matière de vente aux enchères, le cahier contient des clauses d'exonération de responsabilité qui font que vous ne pourrez pas engager la responsabilité de l'avocat qui a vendu. D'accord? Votre avocat, lui, n'est pas protégé. Donc, c'est votre fusible. S'il y a un pépin, vous l'attaquez. Par contre, sachez que des erreurs de superficie, ça arrive. Ça peut être une erreur du diagnostiqueur. Ça peut être des erreurs plus triviales. Je vais vous raconter une anecdote qui va vous amuser. Une fois, mon cabinet met en vente aux enchères un appartement. L'huissier, cet imbécile, ne nous dit pas qu'au pied de l'immeuble, il y avait un spot de vente de drogue, Marseille. D'accord? Et donc, il ne nous dit pas que pour accéder à l'appartement, il traverse des barricades tenues par des gamins de 15 ans avec des mitraillettes. Il ne nous dit pas. Et on a un client qui a acheté sans visiter, et le jour où il s'est déplacé, il a découvert le poteau rose en nous disant « mais qu'est-ce que c'est que ce… » Et nous, on a découvert le problème. C'était la première erreur. La deuxième erreur, c'est qu'il s'est trompé d'appartement sur le palier. Il a fait la visite et toute la procédure au mauvais endroit. Et nous, on n'avait aucun moyen de le savoir. Donc, s'il y a un problème de ce type, c'est votre problème. C'est rare, mais c'est effrayant. Ça arrive, c'est rare. Voilà, ça fait partie de notre folklore. Désolé. Il n'y a pas toujours des solutions à ce genre de situation. Allez, une dernière. Est-ce qu'il y a des moments intéressants pour participer aux enchères? Non. Absolument pas. Il n'y en a pas. Voilà. C'est un marché qui est continu. Et en fait, grosso modo, la seule saisonnalité, entre guillemets, que vous allez trouver, elle va concerner les vacances judiciaires. Parce qu'en province, il y a beaucoup moins d'audiences d'adjudication pendant l'été. Et donc, généralement, on a un flux de dossiers qui arrive en septembre. Tous les dossiers qui n'ont pas été traités pendant l'été. Donc, il y a plus de ventes statistiquement pendant septembre que pendant les autres mois de l'année. Mais c'est juste parce que, grosso modo, il y avait un goulot d'étranglement pendant les mois d'été. À Paris, je ne crois pas qu'il y ait moins d'audience en été, donc ça ne change absolument rien. Il n'y a pas de saisonnalité. Voilà. Si on est bon, non, je crois. On a fait pas mal de tours. Malheureusement, il y a encore pas mal de questions, mais si on veut conclure, voilà, une petite dernière pour la route, si vous voulez, et puis après on arrête. Allez, très rapidement, Coralie Desrousseaux, en cas de surenchère, qui paie les frais de la première vente, celui qui est l'adjudicataire final. Quand on achète sur surenchère, on se retrouve à payer les frais de la première et de la deuxième vente, et ça aboutit parfois à des situations dans lesquelles les frais sont très chers. Mon record est à 18 000 €. D'accord? Oui, ok. Et alors, dernière question pour le fun, est-il possible qu'il y ait des délits initiés sur les ventes, des infos confidentielles transmises par l'avocat? On n'a aucune information dont on n'a pas envie de vous faire profiter quand on vend un bien, parce que nous, notre mission quand on vend, c'est de vendre le plus cher possible. Toutes les informations qui nous permettent d'apporter de la sécurité juridique à la vente et d'apporter de l'exactitude aux acheteurs, on les donne. Pourquoi? Pour deux raisons. On considère que l'information participe de la sécurité juridique et que les gens sont enclins à mieux acheter quand ils ont les informations. Ça ne nous est jamais arrivé de cacher une information. Jamais. Je connais personne qui le fasse. Je connais bien le milieu. D'accord? Donc, et pour information également, du coup, on peut tous les documents quand il y a un partenariat direct avec un avocat, on les rend accessibles du coup sur le site Vench. Voilà. Qui sont généralement anonymisés. Ok. Bon, je crois. Alors, je peux pas répondre à toutes les questions. En plus, les questions qui viennent sont beaucoup des questions par rapport au déroulement des enchères, ce qui est, à mon avis, une autre thématique. Mais peut-être qu'on peut organiser un webinaire sur comment acheter aux enchères. On pourra en faire un et n'hésitez pas à mettre des sujets qui vous intéressent, nous envoyer des mails pour dire quel sujet pourrait vous intéresser. Ça pourrait être intéressant aussi de savoir les prochains webinaires, les prochains sujets. Écoutez, pour moi c'est bon. Je vous remercie beaucoup à tous pour votre écoute. Merci maître, parce que ça a été très complet, très précis et ça a été assez dense. Toujours. En tout cas, vous aurez tous un replay, vous allez recevoir du coup dans votre boîte mail. Allez jeter un petit coup d'œil sur notre site Vench. Jetez regarder un petit coup d'œil sur comment ça se passe. Vous avez pas mal d'informations sur les ventes aux enchères immobilières. Il y a le blog et aussi toutes les ventes en France. Et puis, si vous voulez le contact éventuellement de Maître Moinon, je vous mets le lien et je vous renverrai du coup le lien par mail. Comme ça, vous pouvez le contacter.
Voilà. Je mettrai ce soir ou demain ou plus tard la calculette sur les ventes judiciaires. Elle sera dans la rubrique téléchargement et modèle de mon site internet. Voilà, ça sera à votre disposition, mais je crois que Bench donne déjà des calculettes, hein, donc On en a normalement, une, mais pas peut-être un trop peu plus. d'outils. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne fin de journée. Bonne fin de journée.